Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Votre mental, et je suis très heureux et flatté d'aller à la rencontre d'un confrère qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Force, où l'objectif est de venir renforcer votre aptitude à vaincre. Et j'ai l'honneur et le plaisir donc du coup de recevoir Paul Pinto, qui est préparateur mental sport et business. Et voilà. Salut Paul, comment ça va ? Très bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours, hein? Tu as un parcours qui est très très riche dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu viens mêler le business et le sport et tu fais des interactions entre les deux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Absolument, avec grand plaisir. J'ai été pendant près de 30 ans consultant en management avec une spécialité sur ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire la méthode qui a été conçue par Toyota et qui a fait de Toyota un des leaders de la construction automobile. À côté, j'ai beaucoup pratiqué le sport et en particulier les arts martiaux, plus particulièrement la boxe anglaise pendant une bonne vingtaine d'années. Dans le lean, il y a un aspect mental, il y a un aspect leadership qui est important. Dans le sport, c'est indiscutable et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers cette carrière de préparation mentale parce que je te disais tout à l'heure, il y a quand même un lien entre le sport et le business. Il y a un pont qui est la performance. On doit obtenir des résultats. Et c'est ce qui fait, on va dire, le pont entre ces deux univers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment là d'investir significativement dans la préparation mentale. Ok, c'est un bon choix, hein, je le partage puisque je fais la même chose et du coup je suis heureux de t'accueillir pour venir un petit peu en parler. Moi en tout cas que créateur de ce podcast, j'aime bien aller à la rencontre de plein de gens pour qu'ils nous parlent du mental. Et bien écoute, ça tombe bien puisqu'au-delà du coup on a un spécialiste, donc j'ai envie de dire génial. Alors comme le veut la tradition, je commence toujours le podcast par un petit portrait chinois pour présenter mon invité. Est-ce que tu es d'accord pour te prêter à cet exercice ? Allez. Alors c'est parti. Donc l'objectif c'est je te pose une question et par rapport à cette question, du coup tu nous donnes ta réponse et tu la justifies. D'accord. Alors Paul, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi ? Le bleu, parce que le bleu, je suis méditerranéen, et le bleu, c'est le ciel de la Méditerranée, et c'est la mer de la Méditerranée. Alors, si tu devais choisir un livre, alors tu n'as pas le droit de choisir le tien, bien évidemment. Tu choisirais quel livre ? Mon livre préféré, Penser pour moi-même, de Marc Aurèle, parce que Marc Aurèle était un empereur romain qui a été éduqué au stoïcisme par un esclave, Épictète. Et je trouve ça génial, cette histoire de l'empereur romain qui est éduqué au stoïcisme par un esclave, Épictète. Et le stoïcisme, pour moi, c'est le bouddhisme occidental. C'est la forme occidentale du bouddhisme et je trouve ça passionnant.
Si tu devais être une fleur, tu choisirais quelle fleur? La rose, parce que j'ai un rosier dans mon petit jardin et que j'aime le cycle de la floraison de la rose, comme j'imagine d'autres fleurs, mais j'en ai une dans mon jardin et j'ai un rosier et je lui donne énormément d'affection et elle me le rend toute également. Si tu devais choisir un objet, tu choisirais quel objet? Une amphore, parce que là encore, c'est mes origines méditerranéennes. Il y a dans l'amphore quelque chose d'éternel, quoi. Qu'on retrouve maintenant des amphores qui datent de 300, 400 ans avant Jésus-Christ. Et ça me plaît beaucoup cette idée, à la fois, évidemment, c'est la Méditerranée, et c'est aussi l'idée de durée. Si tu devais choisir une planète, tu choisirais laquelle? Ça, c'est une très très bonne question. Je serais tenté de te dire Mars, parce elle commence à devenir un peu familière, cette planète, et parce qu'on est en train de découvrir qu'en fait, il y a même des traces de lacs, peut-être de vie, en tout cas dans une autre époque. Mais oui, c'est Mars parce qu'elle est maintenant une planète de plus en plus familière, comme l'a été la Lune dans les années 50, 60. Si tu étais à un moment de la journée, tu choisirais lequel et pourquoi? Le matin, de façon, alors là, sans l'ombre d'un doute, le matin, c'est le renouveau. Donc, il y a cette gratitude autour de, entre guillemets, du miracle, du nouveau jour. Et le matin, c'est vraiment l'énergie, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc, j'aime beaucoup le matin. Je suis d'ailleurs très lève-tôt. Si tu étais un art, lequel choisirais-tu? La musique. La musique, et j'ai aucun mal à choisir la musique parce que je suis guitariste et que j'adore la musique du matin jusqu'au soir et sous toutes ses formes. Musique classique, flamenco, bossa nova, jazz, rap, house. J'aime toutes les musiques et parce que derrière la musique il y a des vibrations et souvent de très très bonnes vibrations qui font du bien, qui vous accompagnent dans quasiment toutes vos émotions. C'est très très riche la musique. Si tu étais une qualité, laquelle choisirais-tu? Le courage. Je pense être quelqu'un d'assez courageux, mais en tout cas, c'est une qualité que je recherche, que j'admire. Je l'ai même fait tatouer sur mon bras, que le courage est un des piliers du Bushido chez les Japonais. Oui, le courage et c'est quelque chose qui a une qualité qui a énormément d'importance pour moi. J'en parle un petit peu dans mon livre parce que c'est le courage qui nous fait passer d'un monde de souffrance à un monde de réussite et de bonheur. C'est un pivot, le courage. Si tu devais choisir un mot, lequel choisirais-tu? Amour, parce que je pense que là encore, on parlait de courage, je parlais de courage à l'instant, et l'amour, c'est sans doute la plus belle énergie qu'on puisse dégager ou que l'on puisse recevoir. C'est la plus belle expérience même que l'on puisse vivre. Si tu devais choisir une saison, laquelle choisirais-tu? Indiscutablement l'été, parce que là encore, je suis un Méditerranéen et j'aime l'été, j'aime la chaleur, les jours longs, les soirées interminables, le lever très tôt. C'est magnifique l'été. C'est une saison, une très très belle saison. Mais j'aime toutes les saisons. Je suis très bien en automne, mais franchement, je préfère l'été. Allez, une petite dernière, avant de parler de mental. Si tu devais choisir un chiffre, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais le 8,
C'est un très beau chiffre, il a une très belle forme, c'est l'infini, en tout cas à la verticale. C'est aussi le mois de ma naissance, c'est août. Donc oui, j'aime beaucoup le chiffre 8. Je le trouve en plus très très beau. Bon, super. En tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. Donc du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as un parcours ponctué de nombreuses expériences et de nombreuses années donc du coup dans le management. De quoi es-tu le plus satisfait dans ton parcours à ce jour? C'est l'interaction avec les humains. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps entre guillemets sur le terrain pour être au contact des collaborateurs avec lesquels je travaillais, parce que je travaillais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur la méthode Lean, et la méthode Lean, c'est aussi du changement. Le changement, ça implique des comportements, donc ça vient heurter des visions du monde, des croyances, des habitudes, et c'est ça qui est vraiment très très intéressant dans le métier que j'ai fait, en particulier le management du changement, c'est d'aider des gens à trouver à intégrer une autre façon de travailler, à intégrer une autre façon d'organiser leur journée, d'organiser leur travail. Et ça s'impose pas. Ça demande du temps, de l'investissement, de l'explication, du coaching, pour que quelqu'un qui était persuadé que sa façon de travailler c'était la meilleure, découvre qu'il y a d'autres façons de travailler. Ensuite, s'habitue et s'approprie ces façons de travailler, puis finalement les applique et découvre que, je prends un exemple, dans la méthode Lean, il y a une technique qui s'appelle 5S, qui est en gros mettre de l'ordre dans son poste de travail. Il y a des gens qui étaient habitués à vivre dans les usines en particulier, avec des pièces détachées partout, qui encombraient le poste de travail, avec des flaques d'huile où on pouvait glisser et se blesser. Et quand on met en place les 5S, eh bien on se retrouve dans un poste de travail propre, nickel, et où tout est à sa place. Et au début, c'est un peu surprenant, et après on se dit mais finalement comment j'ai pu travailler comme je travaillais avant, quoi. Donc c'est ça qui m'a le plus intéressé, c'est de convaincre, de former, de faire changer des habitudes et de modifier des façons de travailler pour le bien. Ok, je comprends. En tout cas, c'est très louable et très très motivant au quotidien d'aider les gens au changement. En tout cas, c'est quelque chose qui est très épanouissant en tout cas. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'au regard de ton parcours, elle te parle cette phrase? Oui, parce que je pense que mon parcours résume assez bien ce concept de rendre possible l'impossible. Je viens d'un milieu modeste. J'étais pas destiné à faire des études supérieures. Je l'ai voulu et j'y suis parvenu. Alors après, tout est relatif dans l'impossible. Quand je pense par exemple à Marc Battard, qui a escaladé l'Everest en solitaire, sans oxygène, en 24 heures, et qui va refaire, je crois, la même chose maintenant pour ses 70 ans. Oui, tout est relatif. Mon impossible à moi, c'est pas l'impossible de Marc Battard, c'est clair. Mais à mon niveau, à mon échelle, je considère que ça s'applique assez bien. En tout cas, j'avais pas tiré les meilleures cartes et j'ai réussi à en faire quelque chose quand même. Ah oui, plus que quelque chose, j'ai l'impression même. Merci. Alors, on va parler un peu de ce mot-là qui est dans la presse, mais surtout dans la presse sportive, le mot du mental. Si tu devais définir le mot mental, comment le définirais-tu ? Par plusieurs mots.
D'abord, le mental, c'est un grand mystère. Alors, je pense que le cerveau reste encore quelque chose qui est très très mystérieux. On connaît des choses assez basiques sur le cerveau, mais on ne connaît peut-être que 5% ou 6% de ce qu'est le cerveau. Et dans le mental, je vois deux choses. Il y a une partie qui est à notre service et que l'on peut entraîner et grâce à laquelle on peut accomplir l'impossible. Et une autre partie, j'ai envie de dire, qui est comme un boulet. Quand on dit trop de mental, je crois que c'est Carl Jung qui disait il ne faut pas trop penser. Donc dans ce côté mental, il y a ce côté pensée, dans ce côté rumination permanente. Et tu connais ça beaucoup mieux que moi, qu'on appelle le discours interne en préparation mentale. C'est-à-dire passer son temps par exemple, à se dénigrer ou avoir des choses négatives qui vont se passer dans sa journée. Donc ça, c'est la face noire du mental. Et puis, il y a une face lumineuse du mental. C'est tout ce que l'on peut faire avec de merveilleux. Et ça encore, la préparation mentale le prouve. C'est-à-dire que il y a toute cette partie obscure. Il suffit de le travailler avec. Et le mental peut devenir notre allié, notre ami, comme il peut devenir notre ennemi, où on a l'impression que tout joue contre nous, qu'on est la victime du sort, si on est constamment dans la rumination. Et à l'inverse, si on travaille son mental au travers notamment de méthodes comme la méditation, on peut en faire un ami, on peut en faire un allié et on peut transformer considérablement sa vie. Donc le mental, pour moi, c'est vraiment deux choses. C'est un ami, mais ça peut être aussi un ennemi. Du coup, tu nous parles de méditation. Du coup, est-ce que... alors, on est nous-mêmes préparateurs mentaux, mais ça ne nous empêche pas de nous préparer nous aussi mentalement. Et qu'est-ce que tu utilises toi pour te préparer personnellement, hein? Je travaille essentiellement la méditation mindfulness. Je fais 2 séances par jour, que je recommande d'ailleurs dans mon livre. Une séance du matin, ce sont des séances relativement courtes, de 10 minutes chacune. Le matin, c'est une séance pour s'énergiser, pour démarrer la journée dans les meilleures conditions. En gros, avoir la pêche, quoi. C'est aussi, j'y intègre aussi quelques minutes de gratitude. C'est important de réaliser que chaque jour est une forme de miracle, chaque jour nouveau, et remercier qui on veut pour ce nouveau jour, et ensuite se mettre dans le moment présent pendant une dizaine de minutes. Et le soir, c'est l'inverse, c'est le retour au calme, comme un coureur qui a couru 50 minutes très très fort. Il y a cette période de retour au calme. Et bien après une journée de travail ou autre chose, c'est la méditation du soir, c'est la méditation du calme, la méditation du retour au calme. C'est comme ça que je l'appelle. Où là, cette fois, on fait défiler sa journée. Qu'est-ce qu'on a obtenu de bon dans cette journée? Qu'est-ce qu'on a accompli d'intéressant dans cette journée? Et on s'apprête à la finir dans la sérénité. Alors, pour moi, c'est vraiment l'outil principal de préparation. À titre personnel, lorsque je travaille avec un sportif, j'utilise évidemment les techniques aussi de visualisation, de discours interne, de concentration, la définition d'objectifs. Mais à titre personnel, ma préparation mentale se résume essentiellement à ces deux moments de méditation, la méditation du matin énergétique et la méditation du soir pour le retour au calme et à la sérénité. En quelque sorte, c'est ces deux moments où tu te connectes avec toi-même et où tu te tournes vers l'intérieur et vers toi. Absolument. C'est un moment où je réalise le soir
ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli dans cette journée, et ça me donne énormément de satisfaction. Et le matin, je me prépare, je sais ce qui va se passer, j'ai des rendez-vous importants, je les visualise, je m'y prépare. L'idée de la méditation du matin, entre guillemets, c'est d'être prêt pour cette nouvelle journée. Et le soir, c'est plutôt cette journée est terminée. Eh bien, merci quoi. Ça a été une journée intéressante. Et maintenant, au dodo. Bah oui, au dodo. C'est vrai que quand une journée est bien remplie, bah, se reconnecter avec soi, se relaxer, et ça permet aussi du coup de presque de faire un reset pour bien démarrer on va dire sa nuit, pour se reposer et repartir Absolument. du bon pied, quoi. Absolument. Et tu as raison, je pense que la méditation du soir est plus une méditation de relaxation, de lâcher prise pour finir tranquillement sa journée. Alors on va enchaîner, on va parler un peu de confiance. Alors j'ai envie de te dire, est-ce que tu as confiance en toi ? J'ai modérément confiance en moi. Je suis pas quelqu'un qui comment dire manifeste une énorme confiance en lui. J'ai beaucoup de doutes, mais je travaille dessus. Et je reviens sur le mental. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je fais très attention. Je suis très vigilant sur mon discours interne. Donc, je suis modérément confiant en moi. Je suis pas quelqu'un dont on dira waouh, ce type-là, il a super confiance en lui. C'est pas vrai. Je mentirais si je disais ça. Donc, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais je suis lucide. Donc, j'ai beaucoup, et au travers en particulier de la méditation, j'ai appris à être lucide sur moi-même, à être lucide sur les événements. Parce qu'en fait, la confiance, c'est une capacité à interagir avec le monde de façon positive. Et effectivement, il y a des gens qui ont une confiance en eux qui vient de leur enfance, parce qu'ils ont été, ils ont baigné dans un univers d'amour. Et je crois que s'il y a bien quelque chose, et c'est pour ça que je parlais de l'amour comme un de mes mots-clés, quelque chose qui permet de développer la confiance, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on a connu enfant. Alors, malheureusement, ça n'est pas mon cas. Et moi, la confiance, je l'ai plutôt construite dans le sport. Le sport m'a donné beaucoup confiance en moi. Et petit à petit, et adulte, et en découvrant la méditation et la capacité à se recentrer sur soi, à mieux comprendre comment on réagit à tel ou tel événement et comment y faire face. Et quand on y fait face avec succès, on gagne en confiance. Donc, c'est un mécanisme très compliqué, très compliqué, très complexe, très sophistiqué. Il y a des techniques pour gagner en confiance. La meilleure technique, ça reste quand même le sport. Le sport est un énorme outil pour développer la confiance en soi. Mais il y en a d'autres. Mais le sport, ça reste quand même le principe. Enfin, en tout cas, quand il est pratiqué de façon régulière, et quel qu'il soit, que ce soit courir, que ce soit faire des arts martiaux, de la barre au sol, du tennis, le sport développe la confiance en soi. La confiance n'a pas été étudiée sur un plan chimique, mais je suis certain qu'il y a dans la confiance des éléments qui touchent à la dopamine, à la sérotonine, de façon évidente, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Le sport, en tout cas, a cette magie de comment dire, d'aider les gens aussi à se dépasser, à visualiser peut-être des limites qui s'étaient fixées, et quelque part en les dépassant, finalement ils prennent confiance parce qu'ils voient qu'ils y arrivent. Et c'est ça qui est intéressant. Absolument.
à mon expérience du sport, j'ai fait quelques combats et justement, on parlait de la confiance et de la façon à faire face aux événements. Et là, c'était un combat que j'ai perdu. Ça s'est mal passé. Et j'ai vu ce que c'était que la défaite, de vivre la défaite pour soi et de vivre la défaite dans le regard des autres, dans le regard du public, dans le regard des coachs, enfin du coach, dans le regard de l'adversaire et de son équipe. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre parce que effectivement, c'est une très bonne question que tu poses. On vit beaucoup dans le regard des autres. Et la force mentale, c'est vraiment se dire, ignorer le regard des autres et savoir quelle est la valeur que l'on a soi-même, quelles que soient les circonstances. Là, par exemple, une défaite dans un combat de boxe ou dans un match de tennis avec du public, c'est se dire, j'ai perdu aujourd'hui, mais gagnerai demain parce que je suis fort, parce que je sais que je suis bon et parce que je sais que je peux aussi gagner. Donc, le regard des autres aujourd'hui, on le voit avec, en particulier avec les réseaux sociaux, on vit beaucoup dans le regard des autres et le regard des autres peut faire mal au sens où on veut à tout prix satisfaire le regard des autres et on s'oublie soi-même. Donc ça caricature, c'est dans une relation amoureuse par exemple, quand quelqu'un ne vit que dans le regard de l'autre parce qu'il a l'impression que lorsque l'autre ne le regarde pas, il est vide. Et l'expérience l'a montré, de nombreuses études de psychologues, de psychiatres, et avant eux même de grands sages, de grands philosophes, de Bouddha, de Sénèque. C'est le regard que nous portons sur nous-mêmes qui va changer définitivement notre vie. Si on vit dans le regard des autres, on est profondément malheureux. Là, c'est une petite parenthèse un peu philosophique, mais on a besoin du regard des autres lorsqu'on est, bien sûr, à très haut niveau dans le sport ou dans le show business. On vit dans le regard des autres. Mais la création pour un chanteur, pour un musicien, pour un artiste, c'est pas le regard des autres qui fait sa création, qui fait son talent, qui fait la vitalité de sa création. C'est lui. Et le regard des autres va lui apporter des satisfactions, du bonheur. Peut-être pas, parce que beaucoup d'artistes ont souffert du regard des autres. Les artistes un petit peu rejetés. Donc, le regard des autres, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut chercher pour se construire. Il faut chercher son propre regard. En tout cas, c'est l'opinion que j'ai. Ouais, et puis je te rejoins sur il y a pas mal de sportifs qui étaient dans la lumière ou d'artistes qui étaient dans la lumière et une fois que la lumière est retombée, ils sont tombés en dépression parce que ils ont été oubliés, les gens ne les regardaient plus de la même manière, ils n'étaient plus sur le devant de la scène et ça en a fait certains artistes en ont énormément souffert. Absolument. Les sportifs aussi. Moi, j'ai une énorme admiration pour Mike Tyson, qui a été un boxeur d'exception, qui était un garçon qui a beaucoup souffert, qui était un écorché vif. Après, entre guillemets, sa dégringolade, qui était uniquement liée à son mental d'ailleurs, à son discours interne. Il s'est reconstruit et il s'est reconstruit de façon extrêmement positive. L'image qu'on avait de lui et qui a été beaucoup relayée par les médias américains, c'était l'image d'une brute, vraiment de quelqu'un de pas fréquentable, quoi.
Et en réalité, c'est quelqu'un d'extrêmement sophistiqué, de très intéressant. Et aujourd'hui, tout le monde de la boxe le retrouve comme une sorte de sage maintenant, qu'il est devenu un sage de la boxe, mais un sage pour lui-même. Il s'est reconstruit, et ça va surprendre beaucoup de monde, au travers de la méditation. Oui, il a fait une biographie qui est très sympa à lire, où son enfance est décrite, comme tu dis, c'est vraiment un écorché vif, qui il commence par être aux abords déjà par être un jeune délinquant, un jeune en difficulté, et qui va se construire grâce à la boxe et grâce au sport. Grâce à la boxe, avec une image de père qui était Cus D'Amato, et sa dégringolade, elle est arrivée à ce moment-là, quand Cus D'Amato est mort. Il a perdu son véritable père, et il a perdu pied. Mais c'était pas du tout ce que les médias ont raconté sur lui. En fait, il était juste blessé et profondément malheureux. Et ça s'est traduit par de la colère et une dépression. Donc, il s'est reconstruit, et il a été dans la lumière. La lumière s'est éteinte, et il a reconstruit sa propre lumière. C'est-à-dire, ce n'est plus le regard des autres, c'est le propre regard qu'il portait sur lui-même qui lui a permis de se reconstruire. Et c'est ce qui est passionnant dans cette aventure de Mike Tyson. Ouais, c'est vrai. C'est un super livre que je conseille à tout le monde de lire, parce qu'il est vraiment passionnant. Vraiment. Alors, toi qui étais dans le monde, alors je change de sujet, dans le monde de l'entreprise, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Alors aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est quand même assez codifié. Il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que c'est vrai que le plan pour réussir dans l'entreprise aujourd'hui, c'est d'avoir fait une école d'ingénieur, une école de commerce, permet d'accéder à certains postes de on va dire supérieurs dans l'entreprise. C'est comme ça. On aime, on n'aime pas, mais c'est une réalité et il faut faire avec. Ce que je découvre de plus en plus dans le monde de l'entreprise, c'est que les recruteurs autant que les DRH s'intéressent de plus en plus, alors à côté des diplômes, à des parcours un peu atypiques, un peu intéressants, un peu plus originaux. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise est beaucoup moins formaté qu'il n'était il y a 10 ans. Et en particulier, on s'intéresse aux sportifs ou à ceux qui ont eu, par exemple, une expérience militaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, de courage, de discipline et de résilience. Donc, je sais que même dans certaines entreprises, on s'intéresse à des gens qui ont un parcours un peu artistique, par exemple. Donc, il ne faut pas considérer que l'entreprise est un milieu complètement étriqué, où on ne veut que des grosses têtes. Oui, c'est vrai que c'est plutôt le cas, mais on s'intéresse aussi et de plus en plus à des profils plus atypiques. Il y a de plus en plus de gens qui ont fait de la philo qui rentrent aujourd'hui dans l'entreprise. C'était absolument pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc oui, pour réussir dans l'entreprise... Pas comme quoi tout change et tout évolue. Tout évolue. Et après, ce qui va faire la différence, après quelques années, je pense là, par contre, c'est vraiment c'est vraiment la force mentale. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire la capacité à vaincre les obstacles, à mieux faire face aux difficultés, à s'améliorer en permanence. Et là, on va
sortir du peloton. Parce que ce dont je parlais au début, c'est en fait le peloton des cadres, on va dire les choses comme ça. Ils ont tous fait la même école ou des bonnes écoles, et ils sont tous au départ, ils sont tous sur la ligne de départ. Mais ceux qui vont réellement faire la différence, c'est ceux qui ont une force mentale supérieure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'intéresse à des candidats qui ont eu une carrière sportive ou une carrière militaire, parce que il y a en commun dans ces deux univers la discipline, le courage, et souvent d'ailleurs l'humilité. Parce que quand on a fait du sport à un certain niveau, quand on a été militaire dans des zones de combat, on sait combien on est vulnérable, combien on est fragile, que ce qui est gagné aujourd'hui peut être perdu à 100% le lendemain. Donc ça, c'est une valeur que l'on acquiert que dans certains univers. Donc effectivement, ça vient contrebalancer le côté parfois un peu arrogant de celui qui considère que parce que il a tel type de diplôme, il est invincible et indestructible. Tu parles de force mentale, souvent on entend une phrase du style pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Tu en penses quoi, toi? Je pense que c'est une question de rythme. Il y a des moments où il ne faut rien lâcher et il y a des moments où il faut lâcher prise. Et ça se retrouve partout, et en particulier dans le sport. Il y a des moments où effectivement on doit rien lâcher parce qu'on est près du but, parce qu'on a un coup de mou et que c'est pas le moment de lâcher. Et puis il y a des moments où il faut lâcher prise. En particulier, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. On a perdu quoi. On a été vaincu, et il faut l'accepter pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau cycle. Quand on rumine une défaite, on n'arrive pas à repartir sur un nouveau cycle. Donc quand je dis lâcher prise, c'est lâcher prise par rapport à la pression d'une défaite, parce que plus on lâche prise, plus rapidement on lâchera prise, plus facilement on va se reconstruire. Mais c'est aussi dans l'entraînement, se dire aujourd'hui je suis pas en forme, je suis fatigué, eh ben je m'entraîne pas, je lâche prise, et faut pas se faire de mal. Et je crois que c'est important de vivre ces deux rythmes. Ne rien lâcher, oui, il y a des moments où il faut rien lâcher, il faut s'accrocher. On est sur un marathon, on est à 1 kilomètre de l'arrivée, il faut pas lâcher. En revanche, il faut accepter aussi. Il y a des moments où ça sert à rien de s'accrocher. Il y a des moments où il faut lâcher prise, il faut accepter que le gars en face est plus fort, qu'on n'y arrivera pas. Il faut accepter sa défaite quand on a perdu, parce que ça permet de rebondir, de se reconstruire, de travailler un nouvel entraînement, une autre façon de se préparer pour gagner la prochaine fois. Donc c'est ces deux rythmes qui sont un peu opposés. Ne rien lâcher parfois et lâcher prise parfois. Souvent, on associe la détermination à la force mentale. Comment tu articules les deux, toi? Je pense que effectivement, la détermination est un élément de la force mentale. C'est-à-dire, c'est cette partie dont on parlait tout à l'heure. Cette détermination, c'est je me suis fixé un objectif et je veux l'atteindre. Et la détermination, ça va très très bien, se marie très très bien avec la discipline. C'est-à-dire que la détermination, c'est un peu je ne lâche rien, et la discipline, c'est un peu l'idée de je m'entraîne tous les matins, je suis rigoureux dans mon entraînement. Donc ça va bien ensemble. Déterminer, c'est effectivement, c'est ne pas lâcher, et la discipline,
c'est être régulier dans son effort et dans son investissement. Donc, ça va bien ensemble. Donc, effectivement, c'est un élément important de la force mentale, comme la volonté, comme d'autres dimensions. Mais la détermination, c'est effectivement, c'est au moment où les autres vont lâcher l'affaire, nous on lâche pas l'affaire. Et ça se retrouve beaucoup dans des sports d'endurance. On le voit comme le marathon, on le voit aussi dans le vélo. Quand on joue un quatrième set de tennis, bon, il faut chercher dans ses réserves pour continuer à se battre quand on est dans un 10e round de boxe et qu'on est mené. Oui, il faut être déterminé. Alors on arrive sur la fin du podcast et comme très souvent à la fin du podcast, je reviens souvent à la question, est-ce que tu utilises des phrases clés, des mantras, des adages, des mots ressources dans ton quotidien? Et si oui, lesquels tu utilises le plus souvent? Alors effectivement, dans mes méditations, j'utilise des mantras le matin et le soir. Alors je vais te livrer quelques-uns des mantras. Quand je finis ma méditation du matin, je dis par exemple une nouvelle journée commence, remplie d'amour et de joie. Une nouvelle journée commence pleine de vitalité. Une nouvelle journée commence remplie de succès et d'abondance. Par exemple, je finis toujours ma séance de méditation du matin par ces 3 mantras. Et oui, les mantras viennent, modifier le discours interne. Et je me disais ça ce matin d'ailleurs, en courant. C'est au moment où on est le plus bas, alors on va revenir sur la détermination, qu'il faut vraiment continuer, ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire quand on est vraiment down, dire je vais pas me répéter des trucs comme ça, j'y crois pas une seconde, ça va pas du tout, ma copine m'a quitté, mon copain m'a quitté, ça va pas du tout dans mon job, etc. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Et pourquoi ? Parce que c'est chimique. Et le message que l'on envoie à son subconscient, le subconscient, pour lui, c'est une vérité. Une nouvelle journée commence, remplie d'amour et de joie. Eh bien, d'accord. Eh bien, ça va donner la couleur de ma journée. Parce que là, ce sont des mantras qui sont personnels. Parce que tout ce que je propose comme mantra sont des mantras que j'écris. J'aime ça, l'idée d'écrire des mantras. Donc, oui, c'est bien sûr, c'est bien quand on est bien, mais c'est encore mieux quand ça va pas et quand on n'est pas en forme. C'est encore plus efficace. Bon, en tout cas, c'est super inspirant. Je pense que les gens pourront, en tout cas, s'entraîner à écrire leur propre mantra. Et pour terminer le podcast, est-ce que tu aurais une citation à nous donner ? Une citation, moi je serais tenté de prendre celle de... Une citation qui t'inspire. Qui m'inspire. Une de celles qui m'inspire le plus est: notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Bon, j'ai envie de... Je pense que c'est celle qui résume le mieux ce que peut apporter la préparation mentale. Oui, et puis c'est effectivement ça. C'est-à-dire que très souvent, on projette à l'extérieur que ce qu'on pense à l'intérieur. Tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait convaincu de cette citation.
Merci beaucoup, Paul, pour ce temps passé dans le podcast. Je te remercie. J'invite les gens aussi, du coup, à aller lire ton livre, La Force. Et j'espère que chacun y trouvera son aptitude à vaincre, comme tu le proposes. Merci beaucoup. En tout cas, c'est le but. C'était Paul Pinto, préparateur mental et auteur du livre La Force, pour ce 2e épisode hors série du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne très prochainement rendez-vous pour un prochain épisode hors série. À très vite.